Bonjour, dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre discussion de la logique. Dans la vidéo sur la déduction, nous avions vu un exemple qui nous a montré que lorsque une proposition B peut être déduite d'une proposition A, le contraire n'est pas en général vrai. C'est-à-dire que la proposition A ne peut pas nécessairement être déduite de la proposition B. Voyons des exemples moins anodins. Si la température de nos tissus corporels augmente sous l'effet de certaines ondes électromagnétiques, alors ces ondes sont nocives. Cette implication est vraie, mais son contraire ne l'est pas. Si des ondes électromagnétiques sont nocives, alors la température de nos tissus corporels augmente sous leurs effets. Mais initialement, c'est ce que nous avions supposé, car en ce qui concerne la matière inerte, l'absorption d'énergie s'accompagne d'une élévation de la température. Or, les ondes provenant de nos antennes n'ont ni l'intensité ni la fréquence pour provoquer des effets thermiques, sauf pour certaines qui se trouvent dans la zone de ce qu'on appelle les ondes de la 5e génération, c'est-à-dire la 5G. C'est pourquoi on s'était orienté vers le développement du sans-fil sans s'inquiéter. Or, nos tissus biologiques sont autrement plus complexes et plus organisés que la matière inerte. Et donc, il peut y avoir des effets biologiques pour d'autres raisons que l'élévation de la température. Les ondes provenant de nos antennes sont très bioactives car elles impactent les courants électriques dans notre corps. Or, ces courants contrôlent une très grande partie de nos fonctions physiologiques. Et donc, ces ondes ont un effet certain sur ces fonctions. Un autre exemple, on entend très souvent: s'il y a augmentation de CO2 dans l'air, alors il y a réchauffement. Or, d'après certaines données empiriques, ce serait le contraire. C'est-à-dire, s'il y a réchauffement, alors il y a augmentation de CO2 dans l'air. En d'autres termes, l'augmentation de CO2 serait la conséquence de l'augmentation de la température. Et donc, réduire le CO2 n'aurait aucun effet sur le réchauffement. En fait, que faisons-nous lorsque nous nous trompons sur le sens de l'implication? Nous partons de cas particuliers, par exemple l'effet de l'augmentation de la température de nos tissus corporels, pour en arriver à une proposition plus générale, c'est-à-dire la nocivité des ondes électromagnétiques, qui, comme on l'a vu, peuvent avoir d'autres effets. Ce qui nous amène à la question de l'induction. L'induction consiste à généraliser à partir de cas particuliers. Exemple. Jusqu'à présent, le jour a toujours précédé la nuit, et donc ça sera le cas demain. Non, il ne s'agit pas là d'une conclusion automatique. On ne peut pas en être totalement certain. Autre exemple. Tous les signes que j'ai observés sont blancs, et donc tous les signes sont blancs. Non, en concluant cela, c'est-à-dire en faisant cette généralisation,
Lorsque je verrai des oiseaux noirs qui ressemblent à des cygnes blancs, sauf pour la couleur, il faudra que je refasse toute une théorie pour les comprendre. Je ne pourrai pas appliquer la théorie faite sur les cygnes blancs à ces oiseaux noirs. Sans induction, il ne peut y avoir de science. Si on reste attaché à des cas observés, alors à chaque fois qu'on est confronté à un nouveau cas, on est forcé de refaire un raisonnement. Il nous est alors notamment impossible de prédire, mais nous devons rester prudents lorsque nous généralisons. L'induction est au-delà de l'analyse. Elle implique créativité et donc est affaire d'opinion. Contrairement à la déduction, l'induction ne suit pas des règles rigoureuses. Le grand problème de l'induction est bien sûr comment peut-on conclure quelque chose de général à partir de cas particuliers. Pour mieux comprendre ce qu'est l'induction, à la manière de Karl Popper, associons à chaque observation un point sur un graphique. Alors, un énoncé scientifique serait une courbe passant par un nombre fini de points. Or, il y a plusieurs courbes passant par un nombre fini de points. En poussant cette comparaison plus loin, le degré de généralité de l'affirmation peut être considéré comme la longueur de la courbe. Si on prend deux points extrêmes et qu'on ait beaucoup de points entre ces points-là, alors il y a plus ou moins une courbe spécifique passant par ces points. Mais plus on veut que la courbe soit étendue, plus importante devra être l'extrapolation. En d'autres termes, plus une affirmation est générale, plus elle doit reposer sur des suppositions et plus il pourrait y avoir d'exceptions. Une courbe illustrant une loi de la nature s'appliquant universellement serait illimitée. Si nous balayons cette question en disant que le but n'est pas de déduire la couleur des signes à partir d'observations répétées d'un grand nombre de signes, mais de déduire des principes de base par l'observation d'une grande variété de cas dissemblables, nous le faisons à nos risques et périls. Car trop peu de données peuvent résulter sur des modèles erronés et donc des prédictions erronées, comme ce fut le cas en 2004. Nous n'avons ni pu prédire l'avènement du tsunami qui a fait plus de 200 000 morts en Asie, ni l'ampleur de ce tsunami basé sur les données que nous avions à l'époque. Depuis, bien sûr, nos données sont plus nombreuses et bien plus variées, mais peut-on dire que des données recueillies à une certaine période, dans une certaine région, restent valables pour une autre période et une autre région? Prédire, c'est affirmer que lorsqu'il y a la présence d'un événement A, l'événement B se produira. C'est-à-dire que A implique B. Mais cela ne veut pas dire que A est nécessairement la cause de B. Montrer une causalité est extrêmement difficile. Il faut bien sûr qu'il y ait antécédence, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, jusqu'à présent, le jour a toujours précédé la nuit, et pourtant le jour n'est pas la cause de la nuit.
Autre exemple, la présence d'un agent suspecté pathogène n'est pas suffisante pour déclencher une maladie. Par exemple, un quart de la population mondiale est estimée être porteuse du bacille de la tuberculose, mais d'après l'Organisme mondial de la santé, seulement 5 à 10% pourraient développer la maladie. Donc, si l'agent suspecté est bien une cause, ça veut dire que d'autres conditions sont nécessaires. L'agent seul en lui-même ne peut pas causer la maladie et il faut donc identifier ces autres conditions. Ou il se pourrait même qu'il faille envisager que la thèse d'un agent pathogène ne soit pas correcte. Donc, antécédence ne suffit pas. Il n'est pas suffisant de montrer que A implique B pour en conclure que A est la cause de B. Par exemple, si on lance un javelot de couleur rouge de la même manière, à chaque fois, elle aura le même trajectoire. Mais la couleur rouge n'est pas la cause du mouvement. En gardant toutes les conditions inchangées sauf pour la couleur, la trajectoire restera la même pour tout javelot d'autres couleurs du moment que le lancer se fait de la même manière. Il est donc important de montrer que lorsque A est absent, l'effet ne se produit pas du moment que toutes les autres conditions restent les mêmes. C'est-à-dire que non A implique non B. Par exemple, si on suspecte qu'un agent pathogène est la cause ou une cause de certains symptômes cliniquement détectés, alors il faut s'assurer qu'en son absence, toutes les autres conditions restant à l'identique, ces symptômes ne se produisent pas, notamment qu'il n'y a pas les dégradations et les morts cellulaires associées. Or, dès 1954, on a constaté, du moins dans le cadre de la rougeole, qu'en prenant des tissus non infectés mais en gardant toutes les autres conditions similaires, y compris la méthode d'expérimentation qui est usuellement mise en pratique, il y a toujours dégradation ou mort cellulaire. Et donc, on peut se demander si ce n'est pas la méthode d'expérimentation qui fait qu'il y a ces effets de dégradation et de mort et non pas l'agent. Il est donc essentiel pour prouver la causalité que A implique B et B implique A, c'est-à-dire pour prouver que A est la cause de B, il faut s'assurer que A est à la fois suffisant et nécessaire pour que B se produise. Mais même cela ne permet pas de conclure, car A et B pourraient être des co-effets d'une autre cause. Par exemple, il y a chaleur et fumée, et pourtant la chaleur n'est pas la cause de la fumée. La cause des deux est un feu de bois. Autre exemple, lorsqu'on présente certains symptômes, ça signifie qu'il y a dégradation ou mort de certains tissus et on voit la présence de bactéries dans ces endroits-là. Mais ça ne nous permet pas de conclure que les bactéries sont bien la cause de cette dégradation ou de cette mort et donc de la maladie. En effet, elles pourraient au contraire jouer le rôle de charognard qui nettoie en s'alimentant de ces tissus morts.
et donc permettre la régénération de ces tissus. C'est ce que laisse penser le rôle vital que jouent les bactéries qui sont présentes en nombre extraordinaire, des trillions dans notre corps. Et donc, dans ce cas-là, la présence des bactéries serait un co-effet de la maladie et la cause serait totalement autre chose. Or, les postulats de Cork, c'est-à-dire le raisonnement de base utilisé pour s'assurer qu'une maladie est bactérienne, ne permettent pas de conclure si oui ou non la présence des bactéries est un co-effet de la maladie. Un autre cas de figure. On sait que s'il y a un feu de bois, alors il y a fumée. Mais quelqu'un pourrait objecter, le feu de bois n'en est pas la cause, mais que la cause est un démon invisible qui intervient juste avant qu'il n'y ait fumée. D'un point de vue purement logique, c'est parfaitement cohérent. Et qui sait, il y a peut-être un démon, mais l'approche scientifique de notre étude du monde sensible implique des conclusions vérifiables, en d'autres termes, fondées sur des données empiriques. Ce n'est pas anodin. En ce qui concerne le monde microscopique, on ne peut le voir qu'à travers nos instruments et après préparation des échantillons qui en changent les propriétés. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais percevoir le monde microscopique dans son état naturel. Donc, quand peut-on conclure avec un minimum de fiabilité que ce qui est observé a bien les propriétés désirées? Est-ce vraiment le cas en ce qui concerne ce qu'on appelle des germes? Des doutes sérieux semblent persister. En conclusion, ni logique ni raisonnement ne peuvent nous mener à des conclusions fermes. Tout l'art de la science consiste justement à tenter de comprendre ce monde sensible en contournant ces obstacles tant bien que mal. Cette compréhension, au final, ne peut être que négative. Elle peut nous dire ce qui n'est pas, mais elle peut difficilement nous dire ce qui est. Malgré tout, pour citer Léon Tolstoï, la science est aussi nécessaire que la nourriture, la boisson et l'habit, même plus nécessaire. Non parce que nous décidons que ce que nous appelons la science est nécessaire, mais parce qu'en effet, elle est nécessaire aux hommes. La science est puissante lorsqu'elle reconnaît ses limites, qui sont celles de la condition humaine. Ce sont les limites de l'esprit humain, de la perception humaine. Le danger vient lorsqu'on prétend savoir au nom de la science ce que la science est incapable de dire et que la science reconnaît être incapable de dire. Merci.